L'armée israélienne a annoncé jeudi la mort du chef du Hamas, considéré comme le cerveau du 7 octobre. Son élimination dans une frappe à Gaza constitue un tournant dans la guerre. Bonjour Laetitia Bucaille. Vous êtes professeure à l'INALCO, chercheuse à l'Institut universitaire de France, et je vous retrouve puisque nous avons consacré un podcast qui est bien sûr à trouver sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture à Yahya Sinwar dans ses visages de la guerre. C'est en quelque sorte le dernier épisode, sa mort. Mais j'aimerais tout d'abord, Laetitia Bucaille, pour ceux qui n'ont pas encore écouté ce podcast, que vous nous résumiez qui était cet homme, quel était son trajet. Alors, Yahya Sinwar est né dans le camp de réfugiés de Khan Younes, hein. Sa famille est donc de la région d'Ashkelon. Ils sont donc installés dans la bande de Gaza, dans le camp de Khan Younes en 1948. Et assez jeune, euh, Yahya Sinwar rejoint l'association islamique, hein, ce qui, au début de la première intifada, va créer le Hamas, le bras politique des frères musulmans. Donc il rejoint cette organisation et il va même en fait prendre la tête d'un service de renseignement qui se dédie au sein du Hamas à pourchasser les collaborateurs. Et donc c'est pour cette raison dès 1988, il se fait arrêter et inculpé par Israël pour meurtre de collaborateurs. Et il est donc condamné à 4 peines de prison à vie et il passe finalement seulement 22 ans dans les geôles israéliennes puisque en 2011, il fait partie des prisonniers, des 1027 prisonniers palestiniens qui sont libérés en échange de Gilad Shalit, et donc il rejoint la bande de Gaza en 2011 et il rentre assez rapidement dans le bureau politique du Hamas. Et puis, il va assez rapidement prendre une position dominante. En 2017, devenir le chef du Hamas pour la bande de Gaza. C'est à ce moment-là, en fait, que Ismaël Haniyeh part en exil. Ismaël Haniyeh était le chef du Hamas, se retrouve donc au Qatar. Et donc il prend cette place très importante à Gaza. C'est à ce moment-là, très certainement, qu'il planifie cette attaque du 7 octobre, puisque c'est quelqu'un qui a une expérience, hein, dans le domaine militaire, qui a des proches dans cette branche armée et qui va imaginer cette attaque. Et voilà, on dit de lui que le fait qu'il ait passé tout ce temps en prison, qu'il a appris l'hébreu, qu'il ait profité de ce temps pour s'instruire, lire la presse israélienne, s'instruire sur la société israélienne, fait qu'il aurait voulu mettre à profit les faiblesses israéliennes qu'il avait identifiées pour mener cette attaque. Et oui, on dit que celle-ci, effectivement, avait été planifiée depuis quelques mois, quelques années peut-être, qu'il avait donc négocié avec l'Iran. Quel était le partage des tâches entre Ismaël Haniyeh et Yahya Sinwar, les deux ayant été aujourd'hui éliminés par Israël? Alors, jusqu'à sa mort, Ismaël Haniyeh était le chef du Hamas et donc avait autorité sur l'ensemble du Hamas, puisqu'il y a différentes branches du Hamas, entre le Hamas qui se trouve en exil, celui qui se trouve en Cisjordanie, à Gaza et dans les prisons. Donc, Ismaël Haniyeh était le chef de tous ces groupes-là. Donc, il avait été choisi, hein, de toute façon, par consensus. Euh, alors, ce qui est notable sous Yahya Sinwar, c'est que le Hamas de Gaza prend de plus en plus de place et s'affirme comme un pouvoir à part entière. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que Gaza est complètement sous cloche, hein, sous double blocus, et que c'est une entité à part entière qui a son développement et ses conflits particuliers, ses conflits spécifiques avec Israël. Donc ça crée une entité vraiment à part. Et puis, Yahya Sinwar avait très certainement la volonté
de s'affirmer comme un chef, de changer complètement le logiciel du Hamas, c'est-à-dire de ne plus se limiter à des conflits armés avec des lancers de roquettes depuis Gaza, mais de changer le logiciel pour mener une attaque qui allait vraiment renverser la table. Et donc, il semble, hein, c'est ce qu'on dit en tout cas, ce qu'on a rapporté de l'analyse des renseignements américains, c'est que l'attaque du 7 octobre a été menée depuis Gaza et que le Hamas au Qatar, la branche politique, la direction, n'était pas au courant en fait de cette attaque. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des divergences? Parce qu'on a beaucoup glosé là-dessus. Est-ce que et on peut dire que Sinwar était un radical? Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas finalement de différence de vue entre les différents membres du Hamas, Laetitia Bucaille? Alors en fait, les différences de vue, on les identifie pas parfaitement parce que le Hamas est un mouvement très discipliné. Donc, une fois que quelque chose a été décidé, tout le monde s'y tient, tout le monde suit la ligne. Donc, ces divergences n'apparaissent pas au grand jour. Elles peuvent être quelquefois décelées quand on interviewe les uns et les autres. Oui, il y a des différences de position, hein, forcément. Mais une fois qu'un choix est fait, généralement, les différents membres s'y tiennent. Alors, est-ce que Yahya Sinwar avait une vue, des objectifs fondamentalement différents d'autres membres du Hamas? Ce n'est pas si sûr. Ce qui vraiment distinguait en fait Yahya Sinwar, c'était la méthode. C'était cette détermination et cette audace absolue qu'il a eue en imaginant cette attaque et avec cette idée vraiment de changer le rapport de force et sans doute, un de ses objectifs, hein, c'était de déclencher une guerre régionale. Donc c'était vraiment de renverser la table pour faire complètement autrement de ce qui avait été fait auparavant. Et dans quel but déclencher une guerre régionale? Le but donc de rendre les Israéliens, j'allais dire fous, mais c'est, je pense, le terme qui convient après le 7 octobre, et donc de provoquer une riposte importante comme celle à laquelle on assiste aujourd'hui, et du fait donc de la violence de l'attaque du 7 octobre. Est-ce que c'était ça en fait l'idée de base de Yahya Sinwar? Bah, son objectif, c'était pas forcément de déclencher une riposte, mais enfin, il savait Non, évidemment qu'il y avait une il riposte. savait que la Non, je veux dire, riposte. c'était pas son objectif principal, c'était pas que Israël écrase complètement la bande de Gaza. Euh, D'une part, bon, ça restera à éclairer, mais sans doute dans l'esprit de Sinwar, il s'agissait de tuer des Israéliens, des militaires et des civils. Après, sur les actes de cruauté qui ont été commis, euh, je suis pas sûre que c'était planifié, en tout cas par Sinwar. Alors, Donc c'est voilà. effectivement discuté en ce moment, mais lorsque cette attaque a été planifiée, Sinwar n'était pas illucide au point de penser qu'il allait aller jusqu'à Tel Aviv ou qu'il allait mettre Non, non, mais il semble même qu'en fait que l'opération ait dépassé en fait les espoirs de ses concepteurs. donc en fait, il comptait sur un soutien extérieur et postérieur à cette opération. Tout à Par fait. exemple, un soutien de l'Iran, et donc il fallait que l'Iran entre en guerre suite à une guerre importante déjà à Gaza. C'est pour ça que je pense qu'il anticipait la riposte israélienne. Il a anticipé une riposte israélienne, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la riposte israélienne, c'était pas la fin qu'il recherchait en elle-même. Ce qu'il recherchait en elle-même, c'était que le Hezbollah et l'Iran passent à l'action et qu'il y ait un conflit plus important qui puisse changer la donne pour les Palestiniens. Et puis, il pensait peut-être aussi que les Palestiniens de Cisjordanie allaient provoquer une action, peut-être une action comparable, une action postérieure. Oui, alors en même temps, je pense qu'il est bien placé pour savoir que l'action des Palestiniens en Cisjordanie est quand même extrêmement limitée par le quadrillage israélien et le contrôle que les Israéliens exercent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Laetitia Bucaille? Est-ce qu'il a un successeur naturel, il y a Sinwar? Ce n'est pas si clair. Alors évidemment, c'est perçu comme une victoire pour les Israéliens, parce que c'était un des objectifs. Et puis, bien sûr, cet homme incarne le 7 octobre. Euh, mais
Cela dit, alors c'est vrai qu'en se débarrassant de Yahya Sinwar, on se débarrasse de cet homme qui semblait tout à fait intransigeant et on sait qu'il avait des exigences particulières dans les négociations et que souvent il bloquait en dernier lieu. Mais la question, c'est de savoir qui peut le remplacer à Gaza. Parce que au sein du Hamas totalement, enfin dans son acception large, avec tous les groupes, on n'aura certainement pas de mal à trouver un successeur en externe, dans la diaspora. Mais en interne, qui va lui succéder? C'est une vraie question. Qui aura aussi suffisamment d'ascendant sur ses troupes? Parce que évidemment, Yahya Sinwar peut apparaître comme un personnage détestable, mais ce qui est très probable, c'est qu'il avait quand même un ascendant extrêmement fort sur ses troupes. Et étant donné une partie des hommes du Hamas ont pu commettre le 7 octobre, on voit ce déchaînement on a vu ce déchaînement de violence. Donc la question se pose aussi de contrôler ces hommes. Merci beaucoup, Laetitia Bucaille. Je rappelle que vous êtes professeure à l'INALCO et on vous retrouve dans ce podcast Les visages de la guerre avec le long portrait que vous avez fait de Yahya Sinwar sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.